Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas? Mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Guillaume Vendée, je reprends pour cette semaine les rênes de l'émission durant les vacances de Patrick, un petit peu comme on a l'habitude de s'organiser les autres années. On l'imagine là, en train de siroter des cocktails, les doigts de pied en éventail, à gamer comme un fou peut-être aux côtés de son fils, à pas se soucier de ce qui se passe dans le monde de la tech. Et puis il faut dire que pour un été, on a quand même pas mal de petites actualités à partager ensemble, pas de choses révolutionnaires qui vont marquer l'avenir de la tech, mais des petites choses qu'il faut qu'on suive et qui vont laisser place à quelques échanges. On va parler notamment du hack de Twitter, de ARM qui est en passe d'être revendu, enfin en tout cas qui est dans la direction d'une revente. On aura quelques infos sur les smartphones, plein de petites news à partager. Je suis accompagné pour cet épisode de Manuel Castejon, rédacteur en chef de Frandroid. Salut Manu. Salut Guillaume. Merci beaucoup de te joindre à nouveau à moi pour le Rendez-vous Tech et pour un podcast tech en général. On est accompagné également d'une voix de l'ombre, j'allais dire, d'un autre podcast tech qui est Niptech. C'est Baptiste qui a rejoint l'équipe donc de Niptech et qui co-anime avec Ben et Mike leur podcast. Salut Baptiste. Salut Guillaume, salut Manu. Oui, je suis le seul membre de Niptech qui n'a pas le petit accent chantant suisse. Effectivement. Alors c'est pas pour ça que je t'ai proposé de venir. C'est tout simplement qu'écoutant moi-même Niptech régulièrement, je trouve que tu apportes vraiment quelque chose de complémentaire à l'équipe, à Ben et à Mike, et je trouvais ça intéressant qu'on puisse te convier dans un autre podcast, pour que tu puisses promouvoir Niptech, mais que tu puisses aussi participer, et que j'ai l'honneur d'être le premier à t'avoir invité ailleurs. Donc ce sera chose faite. Merci beaucoup de l'invitation. On va donc tout de suite parler alors d'un événement qui s'est passé il y a de ça quelques jours maintenant, puisqu'on enregistre la fin juillet, on est le 27 juillet, et ça fait une grosse dizaine de jours que cet événement a eu lieu. C'est un hack de Twitter assez important, pas pour ses conséquences directes, que ce soit financières ou pour l'utilisation de Twitter en tant que telle, mais pour ce qu'il pourrait laisser sous-entendre. Et puis ça va nous laisser un petit peu matière à commenter sur la façon dont est organisé Twitter. La manière dont ça s'est passé, c'est que ça a été donc le 15 juillet qu'il y a eu des premiers comptes de Twitter qui sont des comptes de crypto-monnaies. Donc c'est Binance, Gemini, Coinbase, etc. Qui ont diffuser des tweets, évidemment piratés. Ils disent qu'ils ont lancé un partenariat avec CryptoHealth.com et qu'ils offrent 5000 bitcoins. Donc déjà le truc un peu louche. Et effectivement c'était des tweets piratés. Et c'était exactement les mêmes tweets qui étaient partagés par les mêmes comptes. Donc on a bien compris que c'était quelque chose qui touchait plusieurs comptes. Mais ça s'est pas arrêté là. Et même ça a pris une autre ampleur quand très vite derrière des comptes étant très très suivis, ayant pignon sur rue sur Twitter, à commencer par celui d'Elon Musk, a diffusé un tweet qui est un peu dans la même lignée. Je me sens généreux, je vais doubler tous les paiements en Bitcoin envoyés à mon adresse. Vous envoyez $1000, je vous envoie 2000. Franchement, qui pourrait soupçonner un problème avec un tel fonctionnement? Mais par contre, je vais faire ça que pendant 30 minutes, et il y a l'adresse du portefeuille de crypto-monnaie d'un portefeuille public. Dans la foulée, donc il y a plusieurs comptes qui l'ont diffusé. Il y a Bill Gates, Barack Obama, Apple, Joe Biden ou Mike Bloomberg. Et il faut savoir qu'il y a un portefeuille Bitcoin à son solde public. Donc on a pu suivre les versements qui avaient lieu sur ce portefeuille, et ça représente un petit peu plus de $100,000 en Bitcoin, qui est une grosse somme à titre individuel, mais qui, à l'échelle de ce qu'on aurait pu avoir et dans l'univers de la tech et des piratages, est finalement une assez petite somme. Donc il y a à la fois le fait que c'est quand même beaucoup d'argent en se disant que autant de personnes ont pu se faire avoir, mais bon, ça a eu une portée relativement limitée.
limité. Plusieurs mesures ont été mises en place par Twitter pour essayer d'éradiquer un petit peu le problème, jusqu'au blocage d'ailleurs des tweets par les comptes vérifiés, parce qu'évidemment c'est ceux qui étaient le plus susceptibles de propager ces informations pendant plus de 2 heures. Alors d'ailleurs ça a été le théâtre de plusieurs mèmes de la part des comptes Twitter qui n'étaient pas certifiés, qui disaient ouais nous on peut s'exprimer. Et Twitter s'est exprimé derrière en disant qu'ils ont bien détecté ce qu'ils pensent être une attaque d'ingénierie sociale, je cite, coordonnée par des personnes qui ont ciblé avec succès certains de nos employés et obtenu un accès à notre système et à nos outils internes. D'ailleurs il y a des copies d'écran de l'interface d'admin qui étaient partagées, mais évidemment Twitter les supprimait, d'une part parce que ça peut poser problème et puis parce que c'est contraire à leur fonctionnement, à leurs conditions d'utilisation bien entendu. Et alors petite précision pour ceux qui ne le savent pas, mais une attaque d'ingénierie sociale, c'est le fait d'exploiter les humains et de pas exploiter des failles techniques, et donc c'est grosso modo se faire passer pour quelqu'un auprès de personnes qui ont des accès, on imagine auprès d'employés Twitter, pour arriver à les convaincre de plein de manières différentes de récupérer des accès à l'interface d'administration. Il y a eu des enquêtes derrière qui ont été menées, et il y a TechCrunch notamment qui a mentionné le nom de Kirk, donc un utilisateur d'un forum de hackers qui serait au moins un des responsables. Il aurait tenté de vendre des accès à des comptes Twitter grâce à l'interface d'admin, moyennant un paiement en Bitcoin, et puis finalement a priori il aurait pu décider de tout pirater lui-même. On n'a pas des confirmations, c'est des on va dire c'est des enquêtes, mais il y a pas de preuve de ce qu'on est en train de dérouler là à ce sujet-là. Il aurait eu accès, lui, Kirk, au Slack, donc le logiciel de messagerie que vous connaissez bien, interne de Twitter, sur lequel il aurait retrouvé les identifiants. Puis imaginez aussi que ça puisse être du phishing ou de la transmission délibérée des accès d'admin, peut-être de la vente même de la part d'un employé de Twitter qui aurait été corrompu. Manu, quand on suit tout ça, c'est assez édifiant, comme on le voit, de s'imaginer qu'il est peut-être aussi facile d'exploiter Twitter de par ses failles au moins humaines. C'est assez édifiant de s'imaginer sur tout ce qui aurait pu se passer. Twitter, c'est quoi pour un journaliste aujourd'hui, pour bien se rendre compte, toi qui travailles dans une rédaction, à quoi ça sert Twitter ? C'est juste à communiquer avec des copains ou ? Ah non, c'est beaucoup plus que ça. En fait, Twitter, c'est notre principal outil de veille pour pouvoir suivre justement ce que les grands comptes, les Elon Musk, les Bill Gates et compagnie peuvent tweeter. En plus des publications américaines comme TechCrunch que tu viens de citer, mais ça nous permet vraiment de suivre de l'information en direct. C'est beaucoup plus que juste nous partager nos articles et discuter avec des copains. Alors du coup, Baptiste, alors tu t'es déjà exprimé, vous avez déjà parlé de ce sujet-là dans Niptech, et c'est vrai que ça fait partie de ces sujets sur lesquels c'est fou parce qu'on n'a pas grand-chose à en dire, et en même temps ça laisse quand même songeur. Et puis je pense que c'est un point marquant qu'il fallait qu'on relaie dans un podcast d'ActuTech. Mais comment c'est possible que la sécurité d'un tel service soit aussi faillible selon toi ? Et puis on peut peut-être se poser la question, pourquoi est-ce que avec un accès aussi puissant à un service aussi audible, il n'y a pas eu plus d'actions qui a été menée, et simplement une tentative un peu maladroite, j'ai l'impression, de récupérer de l'argent sur un portefeuille Bitcoin. C'est vrai que c'est incroyable quand on pense l'étendue des possibilités que les pirates avaient et ce qu'ils en ont fait, enfin une petite arnaque au Bitcoin. Enfin, on peut pas imaginer que la CIA ne leur aurait pas offert 10 fois ce qu'ils ont gagné, quoi. C'est assez incroyable. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que 1/5 des employés de Twitter avaient l'accès à ce God Mode où on peut tout faire. 1/5 des employés. Plus de 1000 personnes, ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est assez énorme parce qu'en plus ça a l'air d'être des accès qui sont, j'imagine, peut-être pas si surveillés que ça, en tout cas en temps réel, parce qu'évidemment ça aurait été beaucoup plus facile de couper l'accès sinon. Et il n'y a pas de redondance non plus dans les accès d'administration, c'est-à-dire que a priori il suffit d'avoir un accès pour intervenir. Ça montre peut-être à quel point Twitter a pas pris la mesure.
C'est facile à dire comme ça là derrière un micro, hein. Mais ça donne l'impression que Twitter n'a pas pris la mesure de l'importance que pouvait être un tel service et des conséquences que ça aurait pu être. Allez, on peut se lancer peut-être au jeu effectivement du truc qui aurait pu être pire avec un tel accès. Toi tu parlais de la revente des accès à la CIA. Est-ce que vous avez d'autres choses en tête? Moi je m'imaginais des trucs surtout à portée politique quand on voit qu'il y a évidemment Donald Trump qui est président des États-Unis, qui utilise beaucoup Twitter pour communiquer et surtout qui a un contexte d'élections américaines. Vous auriez d'autres idées plus créatives de ce qu'on aurait pu faire avec un tel accès, Mathieu? Clairement, plus que de se faire 100 000 balles avec un message qui est clairement un fake, il y a 300 personnes, je crois, qui se sont fait avoir, entre 300 et 400 personnes qui se sont fait avoir, ce qui est clairement pas beaucoup quand on voit la portée des comptes comme ceux de Elon Musk, Apple, Bitcoin, Binance et compagnie. En fait, ils auraient tout simplement pu faire s'effondrer la bourse ou le cours d'une action. Ils auraient pu... en plus, ils ont eu accès à Binance et Coinbase. Donc, en fait, ce qu'ils auraient pu faire aussi, c'est acheter une petite crypto-monnaie qui coûte pas cher, des trucs qui coûtent un dixième, un millième de centime, et tweeter avec ces gros comptes qui sont suivis par tous les fans de crypto-monnaie en disant que ça, c'est la nouvelle valeur sûre. Et ça aurait pris des dizaines de milliers d'euros, de dollars directement. Ils auraient pu faire plein de choses comme ça pour gagner de l'argent, et finalement en fait on s'aperçoit que c'est vraiment l'attrape-couillon de base de envoyez-moi un bitcoin, je vous en renvoie deux, qui a fonctionné ici. Après il faut aussi voir que les deux hackers dont on a parlé, donc Kirk que tu as cité et un autre dont j'ai oublié le pseudonyme, ils ont 19 et 21 ans. Ils sont pas très vieux. Ouais, ils ont peut-être pas suffisamment réfléchi au pouvoir qu'ils avaient. Tu parles de faire et s'écraser une action, ça c'est clair qu'il y a des choses qu'on pourrait imaginer là-dessus. D'ailleurs, moi ça me laisse un petit peu dubitatif sur la portée de Twitter. C'est finalement un canal unique qui centralise beaucoup de communication publique et c'est évidemment un des dangers qu'on peut imaginer. Baptiste, est-ce que tu avais d'autres idées plus créatives derrière ou pas de ce qui aurait pu être fait avec un tel accès? L'une des choses dont on a beaucoup parlé sur Internet, c'est l'accès aux DM, aux messages privés de ces gens, parce que finalement, un compte public, c'est une chose, mais il y a aussi toutes ces messages privés que les gens utilisent beaucoup, puisque tout le monde a Twitter, et donc on peut imaginer deux journalistes qui discutent de choses peut-être assez confidentielles ou quoi, alors que c'est pas du tout des messages qui sont cryptés, donc on peut imaginer que les pirates, ils aient accès à des masses d'informations privées, ouais. Mais encore une fois, c'est privé, donc on n'a aucune idée. Ouais, c'est vrai que les messages privés ne sont pas chiffrés. D'ailleurs, ça soulève un peu la question, hein, est-ce que ça amènera le réseau social à chiffrer les messages privés? Il y avait Edward Snowden qui s'était exprimé là-dessus auprès de Jack Dorsey, qui avait dit oui, ça paraît être du bon sens, on va travailler dessus. Et finalement, à part quelques signes qui montraient qu'il y avait du boulot sur le plan du développement là-dessus, il n'y a pas eu vraiment de gros changements. Ça arrivera sans doute. Ça paraît dingue. Là aussi, derrière des micros de podcasteurs, de critiquer ça paraît facile, mais ça paraît dingue qu'un tel service n'ait pas ces messages privés chiffrés quand on imagine l'importance des informations qu'il véhicule. Alors il y a quelqu'un qui a démenti le fait qu'il l'utilisait pour échanger des messages privés importants, c'est Elon Musk qui s'exprimait derrière, alors dans le cadre d'une interview sur plein d'aspects, hein, mais qui a dit lui principalement que ces messages privés sont principalement pour échanger des mèmes. Et il s'en sert pas a priori pour échanger des informations importantes. Bon, ce qui est peut-être aussi du bon sens quand on a certaines responsabilités et qu'on sait qu'on a une messagerie privée telle que celle de Twitter, de pas l'utiliser plus que ça. Il précise quand même qu'il est peut-être possible de faire du cherry picking, donc en gros de prendre un message privé, de le sortir de son contexte et d'arriver à en tirer des conclusions, mais pas plus que ça. Et d'ailleurs on apprenait aussi dans cette interview qu'il a aussi un compte Instagram secret, peut-être que vous êtes suivi par Elon Musk et que vous ne le savez pas, pour surveiller ce qui peut s'y passer et recevoir des choses qu'on lui partage. Et d'ailleurs aussi, pendant qu'on parle d'Elon Musk et de cette interview, il s'est aussi exprimé sur le Covid. On sait qu'il a été très critique sur les notions de confinement. Il dit, et lui, sa position aujourd'hui a peut-être un tout petit peu évolué. Il dit maintenant que ça peut avoir du sens d'avoir un confinement si on est vulnérable, mais il pense pas que ça fasse sens si jamais il y a un confinement alors qu'on n'est pas vulnérable. Ce que je partage pas du tout, parce que je pense que le principe d'un confinement, c'est justement de faire en sorte que qui qu'on soit vulnérable ou pas, on ne puisse pas partager le truc même.
Est-ce qu'on a fait le tour, selon vous, de cette info qui, pour moi, faisait date quand même dans ce mois de juillet 2020 du hack de Twitter, ou est-ce qu'il y avait une dernière chose à préciser, selon vous, Manu ou Baptiste? Je voulais juste rebondir sur les messages privés, le fait qu'ils soient pas chiffrés et le fait qu'on pouvait, Baptiste disait tout à l'heure que on pouvait retrouver des informations de journalistes, etc. Et justement, en fait, c'est pour ça que dans la bio de beaucoup de journalistes, tu vois des comptes Telegram ou Signal, parce que justement, la plupart des gens un peu sensés et qui connaissent un peu la tech n'utilisent pas les DM Twitter justement à cause de ça. Tout comme Elon Musk. Il serait chiffré, tu penses que tous les autres services seraient plus un canal d'échange par défaut, ou est-ce qu'il y a quand même la crédibilité de Twitter qui serait à regagner malgré le chiffrement des messages privés pour que les gens l'utilisent vraiment pour échanger des vraies infos? Je sais pas exactement, surtout que maintenant Signal et Telegram sont quand même rentrés un petit peu dans les mœurs. Après, il faudrait aussi que Twitter peut-être fasse un audit de ses serveurs pour nous prouver que effectivement il y a rien qui est conservé, il y a rien qui puisse être récupéré d'une manière ou d'une autre. Donc notamment les clés de chiffrement. Donc voilà. Il va falloir montrer patte blanche, quoi. Alors pendant qu'on est d'ailleurs dans le hack, on peut peut-être juste brancher aussi cette petite actualité qui concerne Doctolib. Alors ça arrive à un mauvais moment pour eux parce que ils ont déjà fait l'objet d'une enquête montrant que la manière dont étaient gérées les données des personnes qui utilisent Doctolib, qui est un service, comme vous le savez, de réservation en ligne de prestations médicales, était pas forcément géré avec beaucoup de soin. Donc il y a une enquête de Télérama qui est accessible pour les abonnés payants qui détaille un petit peu ça. Mais en plus de ça, l'actualité fraîche sur Doctolib est pas forcément bonne, puisque il y a, je crois que c'est quelques milliers de comptes, quelques milliers de données qui passent par Doctolib qui ont fuité. C'est plus de 6000 rendez-vous qui auraient fuité. Alors, c'est une plateforme qui est utilisée par 38 millions de personnes, donc ça paraît pas beaucoup évidemment, et ça l'est pas beaucoup. Par contre, c'est des données médicales. Alors, même si ça concerne que des rendez-vous, on pourrait se dire bon, ça va. Si c'est que des rendez-vous, il y a pas non plus le carnet de santé des gens qui est étalé. Sauf que, évidemment, quand on sait qu'on va consulter tel ou tel praticien, c'est parce qu'on a tel ou tel suspicion à minima de problèmes de santé, et ça évidemment quand il s'agit de données médicales, c'est très sensible, et dans le cadre d'ailleurs du RGPD, c'est identifié comme étant une donnée particulièrement critique. Donc ça, c'est un peu dommage pour un service comme celui-ci. Bon, c'est plus de 6000 rendez-vous, c'est pas non plus la totalité des échanges, et ça concernerait d'ailleurs que les accès aux rendez-vous via les API de Doctolib. Donc c'est pas le site Doctolib qui a été piraté, hein, paniquez pas tout de suite, changez pas votre mot de passe immédiatement, même si c'est toujours bien de changer son mot de passe régulièrement, mais voilà, c'est sur la partie médicale. Un peu trop de légèreté peut-être sur Doctolib, ou est-ce que vous pensez que c'est tiré sur l'ambulance, c'est le cas de le dire, avec seulement 6000 données fuitées? Je pense que c'est un peu comme Twitter, finalement, on voit que c'est des entreprises qui n'ont pas une culture de la cybersécurité. Et je pense que c'est vraiment là le problème. À la fin, on a beau avoir de la cryptographie, on a beau avoir des jolis protocoles et de la technique. Si derrière, dans l'entreprise, il n'y a pas une culture de oui, il faut faire attention et la sécurité, c'est vraiment un enjeu pour tous, forcément, on va avoir des hacks comme ça et des problèmes. Twitter, c'était pas leur premier hack. Je veux dire, on tombe pas des nues quand on dit Twitter, c'est pas une plateforme très sécurisée. Il y a déjà eu plein de problèmes. Et là, je pense pour Doctolib, c'est un peu la même chose. L'enquête de Télérama, elle a l'air d'être assez explicite. Et moi, ça me fait un peu peur pour une plateforme qui, quand même, gère des données assez sensibles. Je pense que ça fait partie de ces services qui sont nés il y a de ça quelques années, évidemment, mais du coup, c'est suffisamment loin pour qu'elle n'ait pas été influencée par une culture de privacy by design, c'est-à-dire ce qu'on promeut d'ailleurs même explicitement dans le RGPD, hein, dans la loi dont on a largement parlé, qui est de dire qu'un service par essence doit prendre en compte la confidentialité des données et un certain nombre d'éléments de sécurité. Je pense que ces services-là, aussi importants soient-ils, tels que Twitter ou un peu plus humbles, tels que Doctolib à sa manière, même c'est une licorne française qui est importante, hein, c'est des services qui n'ont pas
pas pris le pli. Et du coup, s'adapter, c'est peut-être plus compliqué que ce qu'on pense, alors qu'évidemment, quand on lance un service aujourd'hui, si on prend en compte le fait tout de suite que il y a certains éléments cruciaux de sécurité à intégrer, c'est plus facile à faire sans doute. Au passage, il y a le site Have I Been Pwned dont on parle régulièrement, qui est un site sur lequel vous pouvez mettre votre adresse email et il va vous alerter si jamais cette adresse email est détectée parmi des données qui ont fuité. Donc évidemment, c'est hyper important de mettre de surveiller ce site-là. D'ailleurs, même sans forcément mettre son adresse email, de suivre un petit peu puisque eux recensent toutes les fuites de données, tous les piratages, tout ce qui peut amener à avoir des données qui fuitent où qu'elles soient. C'est 10 milliards de lignes de données qui ont été à ce jour identifiées par Have I Been Pwned. Donc voilà, c'est un élément en plus qui montre que décidément la fuite de données, c'est pas un sujet anecdotique, c'est un sujet massif sur lequel il faut qu'il y ait une prise de conscience massive et systémique de la part des acteurs du numérique. Est-ce que vous êtes inscrit sur Have I Been Pwned? Est-ce que Manu, c'est un site sur lequel tu es inscrit et que tu surveilles? Ouais. Alors, non seulement tu peux juste mettre ton adresse email et vérifier si elle a déjà été corrompue. D'ailleurs, la mienne a été corrompue plein de fois. Mais tu peux aussi activer des alertes si jamais ton adresse mail est trouvée dans le futur dans une fuite de données comme ça. Tu reçois un petit mail pour te dire attention, changez vos logins. D'ailleurs, pour terminer sur ce sujet, Baptiste, est-ce que tu penses que l'Apple ID, la manière dont Apple propose qu'on se connecte aux apps sur iOS, qui est la génération d'une adresse email aléatoire, qui est une adresse de redirection vers son adresse email, devrait pas être quelque chose de systématique? Est-ce que finalement, c'est pas de l'âge de pierre du numérique que de transmettre en clair encore une adresse email à un service, selon toi? Ça dépend, parce que l'avantage du système adresse email mot de passe, c'est que c'est décentralisé. Et donc, même s'il y a un endroit qui tombe, globalement, tes autres sites, ils sont globalement protégés si t'as pas mis le même mot de passe partout, évidemment, mais ça reste quand même un système qui est l'avantage d'être décentralisé. Alors que si demain Apple tombe, ce qui, est très peu probable, mais ça peut arriver, là, t'es complètement tout le monde est dans une situation vraiment problématique. Effectivement, t'as raison. Alors c'est vrai que c'est pas un acteur anecdotique Apple sur ce genre de service, ce serait un Google, un Apple, on peut dans une certaine mesure leur faire confiance, mais effectivement, j'avais pas en tête ce point de décentralisation qui peut être hyper important. Dans cet état d'esprit, il y a les gestionnaires de mots de passe qu'on conseille toujours de plus en plus parce que ça permet de générer des mots de passe forts sur tous tes services. Mais le jour où il y en a un qui tombe, on va commencer à avoir flou. Effectivement. Salut à tous et merci Guillaume, c'est Patrick. Je mets mes vacances en pause pendant 2 minutes, le temps de vous parler du sponsor ExpressVPN, qui est le VPN que moi j'utilise au quotidien. Et comme vous en doutez, des VPN, j'en ai utilisé une tripotée et c'est celui-là que j'ai choisi parce qu'il a une tonne de fonctionnalités que j'apprécie. Du coup, je suis allé les voir et je leur ai demandé s'ils voulaient bien soutenir l'émission. Et ils m'ont dit « Banco ». Et moi, je suis content parce que ça me permet de vous parler d'un produit que j'apprécie vraiment. Pourquoi alors celui-là plutôt qu'un autre? Pourquoi ExpressVPN? C'est simple, de mon expérience, ils ont les meilleures pratiques juste en tout. Ils sont bons sur tout. D'abord, une rapidité de connexion qui est vraiment excellente, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur le bouton se connecter, en quelques secondes vous êtes connecté. Des vitesses de transfert qui sont indiscernables de votre connexion sans VPN, ou quasiment, vraiment, c'est des vitesses hyper rapides. Vous avez une sélection de serveurs partout dans le monde, évidemment, des sécurités de données, une sécurité de vos données qui est maximisée autant que possible. Vous avez des fonctionnalités supplémentaires qui sont hyper pratiques. Et je vais vous donner 2 exemples parmi tous ces trucs. D'abord, pour votre tranquillité d'esprit, ils ont un chiffrement, comme je vous le disais, qui est hyper solide, et en plus, ils n'ont aucun log, ils n'ont aucune trace de votre activité. Donc vraiment, au niveau tranquillité d'esprit, vous êtes justement tranquille. Vous pouvez l'utiliser sans vous soucier de quoi que ce soit. Ensuite, pour la facilité d'utilisation, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le split tunneling. Qu'est-ce que c'est? Ça vous permet d'utiliser certains programmes avec le VPN et certains autres par votre connexion classique. Et ça, c'est vraiment pratique parce que du coup, vous avez le VPN qui tourne en fond. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser votre connexion normale sans vous soucier de quoi que ce soit d'autre. Et quand vous avez besoin du VPN, vous lancez le navigateur qui est sélectionné pour le VPN et vous êtes directement connecté depuis le Japon,
Japon, depuis les États-Unis, ce que vous souhaitez, de manière complètement sécurisée. Donc en fait, il est toujours actif sans être actif. C'est hyper, hyper pratique. Et je vous le dis sincèrement parce que je le pense, prenez un abonnement VPN, c'est toujours bon à avoir. C'est pas quand vous allez arriver sur un Wi-Fi ouvert ou la connexion bizarre de la personne chez qui vous êtes là pour dîner, que vous connaissez pas bien, que vous allez commencer à vous créer un compte. Vous l'avez dans un coin, c'est super pratique, vous avez les programmes installés sur votre téléphone, sur votre tablette, ce que c'est, et là, vous êtes tranquille. Et moi, celui que je vous recommande, vous l'avez compris, c'est ExpressVPN. Et en plus de ça, j'ai évidemment un lien qui vous donne un petit bonus gratuit, c'est-à-dire 3 mois gratuits sur un forfait d'1 an, et qui en plus leur dit que vous venez de ma part, donc tout le monde y gagne. C'est expressvpn.com/rdvtech, ou alors le lien qui est dans les notes de l'émission. expressvpn.com/rdvtech, vous y allez, vous prenez un abonnement, vous êtes tranquille, paf, terminé, vous n'avez plus à vous en soucier. Bon, moi, c'est ce que je vous recommande. Après, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Et je rends l'antenne à Guillaume. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt. Vas-y Guillaume. On va clore les infos à retenir avec ARM. Bon, on va redétailler en quelques secondes parce qu'on est là pour apporter aussi de la pédagogie sur ce qu'est ARM. Donc ARM, c'est une société britannique. On change complètement de registre, hein. En l'occurrence, on laisse de côté les piratages et on passe tout à fait sur un autre sujet avant de passer aux news et rumeurs. Donc ARM, qui est une entreprise britannique qui définit l'architecture de nombreux processeurs. Notamment, c'est eux, par exemple, qui dessinent les architectures qui sont réutilisées après par exemple par un Apple justement pour ces processeurs. On a déjà bien parlé ces derniers temps des processeurs ARM qui vont arriver sur Mac. Et ben c'est donc une entreprise britannique qui est détenue aujourd'hui par SoftBank et qui serait amenée à vouloir vendre ARM. Alors, c'est assez important quand même de réfléchir quelques secondes à ce qui pourrait se passer si SoftBank vendait ARM à un acteur. En particulier, en l'occurrence, par exemple, on pourrait s'imaginer qu'Apple soit intéressé pour racheter ARM pour du coup ne pas avoir à payer cette licence. Et ce qui serait un peu bizarre, ce serait qu'il serait amené à revendre des licences ARM pour des concurrents. Bon, on sait qu'il y a des rapports un peu consanguins entre ces grands acteurs, notamment pour les smartphones, mais ce serait une situation un petit peu curieuse. Ce serait le cas d'ailleurs de n'importe quel GAFAM qui est un petit peu investi dans ces sujets-là et qui est amené à utiliser des processeurs de type ARM, et Dieu sait qu'on en utilise, puisqu'en fait, à part les processeurs type Intel, AMD et un certain nombre de processeurs qui ne sont pas de l'architecture ARM et qui sont finalement de moins en moins nombreux, tout ce qu'on a autour de nous, que ce soit dans les smartphones, les tablettes ou dans plein d'appareils connectés, c'est des processeurs, ça utilise des processeurs avec l'architecture ARM. On parle aussi d'NVIDIA qui pourrait être amené à le racheter, d'une part parce qu'ils sont dans une excellente santé, dans une très bonne dynamique, qu'ils ont évidemment les ressources qu'on pourrait attendre. Il faut s'imaginer un rachat de l'ordre de nombreux milliards, évidemment, donc il faut avoir un peu de sous dans le compte en banque. Et ça fait partie de ces acteurs qui justement ne seraient pas un grand acteur type GAFAM qui amènerait à créer des déséquilibres dans le marché de la commercialisation de ces processeurs. Et d'ailleurs, ARM qui justement parce que SoftBank pense qu'ils rentabilisent pas assez leur sujet, pourrait faire exploser le prix de certaines licences. On parle d'une multiplication par 4 du prix des licences de ARM au processeur auprès des sociétés qui utilisent cette architecture. Bon, ça paraît un peu énorme le x4, mais on peut imaginer qu'il y a des augmentations substantielles et progressives. Manu, tu votes pour qui? Pour un rachat pour ARM? Est-ce que tu penses déjà que ça va vraiment se revendre? Est-ce que tu penses que SoftBank va trouver un repreneur qui réponde à ces critères? Et qui tu penses qui pourrait être un acteur approprié pour racheter ARM? Alors, vu le potentiel, ouais, je pense qu'ils vont vraiment trouver un racheteur. Et en racheteur potentiel, alors déjà, pas Apple, parce que... alors, c'est toujours une rumeur, hein, vu que la vente est une rumeur en elle-même, mais Apple aurait déjà été contacté et aurait déjà refusé, et serait plus tenté de
prendre des parts dans ARM que de racheter complètement la chose, ce qui est pas totalement déconnant vu que Apple fait souvent ça, fait souvent ça. Et par contre, Nvidia serait un très très bon repreneur, d'autant qu'ils utilisent déjà des puces ARM dans leur Tegra X1 qu'on retrouve notamment dans la Switch, dans la Nvidia Shield. Ça, c'est assez anecdotique, mais aussi dans beaucoup d'automobiles. Ils fournissent notamment BMW, et quand on sait l'importance que va prendre justement toute l'électronique et dans les voitures de demain avec les voitures autonomes, tous les capteurs qu'on a, etc. C'est vraiment une énorme pépite, et je pense que Nvidia a tout intérêt à racheter ARM de ce côté-là. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'un rachat, ça se fait pas comme ça, c'est pas juste hey, j'ai envie de te le racheter, j'ai la thune donc je t'achète. Dans le milieu des entreprises, il y a aussi les autorités de la concurrence qui jettent un petit coup d'œil là-dessus, et je pense que déjà juste pour ça les GAFAM ne pourront pas racheter ARM, parce qu'on voit mal justement Apple avoir la main mise sur tous les processeurs qui équipent absolument tous les smartphones et demain tous les ordinateurs, parce que là ils ont annoncé que eux ils faisaient leur Apple Silicon, donc des processeurs ARM pour ordinateur portable. Donc on va imaginer que ça va suivre et que dans 10 ans il y aura plus un seul processeur x86, mais du coup on voit mal Apple avoir la mainmise totale sur tout le marché de puces, de smartphones, d'ordinateurs, de voitures, etc. Tu parles d'ordinateur portable, c'est même tous les Mac. Demain, Apple va proposer tous les Mac avec processeur ARM. Je suis assez d'accord quand même sur le fond. Ça, spontanément, quand on y réfléchit, on a envie de voir un GAFAM, mais on comprend bien que c'est assez compliqué. D'autant que le métier est pas le même, de licencier du ARM, donc de vendre des licences ARM et de produire soi-même des processeurs ARM. C'est pas du tout le même métier, et ça change un petit peu la donne. Tu parles d'ailleurs, oui, on parle juste au passage des iPhones. On a appris que les processeurs A16 des futurs iPhones pourraient être gravés en 3 nanomètres, donc on ne recule devant rien sur la réduction des processus de gravure qui amène à chaque fois à économiser de l'énergie et à gagner en performance. Baptiste, est-ce que ta boule de cristal de l'analyse des rachats des sociétés tech peut nous donner une indication supplémentaire pour qui pourrait racheter ARM? Oh, j'imagine que ce serait peut-être pas non plus dans les semaines et les mois à venir, mais on peut commencer à regarder, à surveiller. Franchement, c'est dur de dire parce que c'est des histoires de gros sous. Ce qui pourrait être intéressant, enfin, même si je suis pas sûr que ça va se faire, mais ce serait qu'Intel les rachète, parce que ce qu'on voit, c'est qu'Intel ont beaucoup de mal en ce moment. Ils ont leur capitalisation boursière a été dépassée par Nvidia récemment. Ils ont du mal d'un point de vue, d'une part, parce que les architectures ARM sont en train de dépasser les architectures x86, dont Intel est le plus grand producteur. Et en plus, il y a cette histoire de finesse de gravure où d'un côté, Apple fait des puces en 3 nanomètres. Enfin, c'est pas vraiment Apple, c'est les fondeurs, c'est-à-dire des entreprises qui ont spécifiquement les usines pour faire fondre, pour graver les processeurs, mais ils sont en 3 nanomètres, alors que Intel est encore bloqué à 10 ou 7 nanomètres. Ils ont repoussé, je sais plus à quand, mais ils ont annoncé, avoir repoussé à 2023 les prochaines réductions de processus de gravure, ce qui justement effectivement leur a fait perdre plus de 16% en bourse, alors qu'ils ont des résultats plutôt supérieurs aux attentes des analystes. Ça fait mal au cœur pour Intel. On va enchaîner avec les news et rumeurs. On a plein de petites choses qu'on va pouvoir détailler, et en écoutant cette émission, je pense que vous serez calés pendant cet été sur ce qui se passe dans la tech. À commencer par toute une succession de sujets autour des smartphones. Alors on a des smartphones très emblématiques qui vont arriver. Dans le précédent épisode, Patrick relayait le fait qu'il y avait le Pixel 4a qui devrait pas tarder à arriver. On a là aujourd'hui une précision, on nous dirait que la date de sortie serait prévue au 3 août. Alors en même temps c'est une date qui a été maintes et maintes fois repoussée, mais là ça semble être bloqué pour de bon pour le 3 août, donc dans quelques jours. En attendant, on a le OnePlus Nord, donc c'est le Nord qui a été annoncé, qui a été diffusé, présenté. Et ce qui est intéressant sur ce smartphone, c'est que OnePlus, le tout premier, le OnePlus One, que d'ailleurs j'avais eu à l'époque moi, était un smartphone avec une philosophie bien particulière qui était
Alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon les flagship killers. Donc grosso modo, c'est un smartphone qui coûte moitié moins que les fers de lance des grands acteurs des smartphones et qui promet des performances et une restitution, une esthétique qui est au même niveau que ces smartphones très haut de gamme. C'est quelque chose que OnePlus a un peu perdu dans ses itérations et on a eu des smartphones qui étaient quand même un peu plus chers et surtout ces derniers temps, ils ont voulu concurrencer directement les hauts de gamme mais avec des prix plus important. Ce OnePlus Nord, là, ça a l'air d'être une version qui répond plus à la philosophie de départ. Manu, est-ce que tu fais partie des grands convaincus de ce smartphone ? Ah oui, carrément. Surtout que de plus en plus, en fait, je trouve que les flagships se rajoutent encore et encore des caractéristiques qui les font monter au-dessus de 1 000 euros et qui font qu'ils se démarquent par rapport au reste des smartphones. Mais moi, en fait, je fais partie de ces gens qui trouvent que les petites différences qui sont ajoutées ne valent pas forcément le prix et que aujourd'hui, il y a autour de entre 400 et 600 euros, on trouve d'excellents smartphones qui font le taf. Alors certes, ils ont pas toute la finesse photo que peuvent avoir des iPhone 11, des Galaxy S20, etc. Mais que c'est un segment de prix qui est très intéressant. Et d'ailleurs, ça se voit sur les ventes. C'est entre 200 et 400 qu'on vend le plus de smartphones. Enfin, que les constructeurs, le ventre mou des constructeurs vendent que les constructeurs vendent le plus de smartphones et c'est pas forcément sur les flagships. Donc je pense que OnePlus avait vraiment tout intérêt effectivement à revenir sur ce segment. Alors pas abandonner le segment des flagships parce que ils ont quand même une concurrence à jouer et montrer aussi qui ils sont, surtout avec Oppo derrière eux quand même, parce que je rappelle qu'ils font partie du même groupe. Ils ont eu tout un pôle de R&D qui est impressionnant. Ils ont de la charge ultra rapide, etc. Donc c'est quand même un gros groupe et une marque qui a son importance. Mais effectivement, ce retour sur un segment beaucoup plus abordable, ça va être, je pense, très bénéfique pour OnePlus. J'imagine que ça va faire de l'ombre d'ailleurs à leur flagship, le OnePlus 8 là qui continue à vendre à partir de 700 euros. Franchement, entre 700 euros et 400 euros, bon, enfin, et après il y a des histoires de stockage, etc. Mais il y a de quoi se poser la question. Toujours dans les smartphones de l'avenir, peut-être qui sont déjà là, allez savoir, notamment les pliables ou les pliants selon la philosophie qu'on veut y donner. Alors je crois qu'il y a une subtilité dans le terme pliant. Il y a le fait que en langue française, pliant signifie le fait que c'est prévu pour qu'on le plie. Et pliable, c'est que c'est une des caractéristiques qu'il a qu'on puisse le plier, mais c'est pas pensé pour. Donc on va peut-être utiliser là entre nous. Il y aura débat, j'imagine, dans les commentaires sur frenchfin.fr, mais on va y dire en tout cas que le Galaxy Fold 2 est un smartphone pliant. Il y a un teasing qui a été diffusé par Samsung qui promet des possibilités infinies pour le nouveau Samsung Galaxy Fold, avec d'ailleurs la conférence Unpacked où on peut imaginer qu'il y aura évidemment la présentation du Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Allez, on le sait, dans la saison, c'est en début d'année les S20, les S en tout cas. Et l'été plus les notes. On sait déjà énormément de choses sur le Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Plus qui vont être diffusés, donc pas trop de surprises. Mais par contre, sur la version pliante, une question peut-être Baptiste et Manu, moi j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous imaginez que ça peut évoluer, parce que ça y est, on nous les a présentés les smartphones pliants maintenant. On a vu, soit c'est une philosophie d'une tablette qu'on fait réduire pour la mettre plus facilement dans la poche, plus facilement entre guillemets, soit c'est un smartphone de taille un peu classique qu'on peut rabattre et donc rendre encore plus compact. Mais comment est-ce qu'on pourrait encore faire évoluer le pliant ? Est-ce que vous pensez que la messe, elle est un peu dite et que ça va être des histoires de raffinement, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus ingénieux à trouver ? C'est quoi ta vision, Baptiste, sur ce sujet ? Moi, je crois pas mal au raffinement petit à petit, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu avec le Galaxy Fold, c'est que c'était juste une grosse contrainte d'avoir un smartphone pliant. Certes, il y a l'avantage d'avoir un grand écran, mais il est plus gros, l'écran, le revêtement de l'écran est pas incroyable, il est très fragile. Et je pense que si, avec raffinement après raffinement, on arrive à se rapprocher finalement d'un smartphone avec avec autant de contraintes qu'un téléphone normal, là, ça pourra peut-être faire décoller le segment. Parce que finalement, je suis pas sûr que technologiquement, il y ait besoin de quelque chose d'autre que ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais.
Ouais, il y a pas forcément jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire, évidemment. Toujours. Manu, Totalement d'accord. Ouais, t'es d'accord, pas de grosses idées sur ce qui pourrait révolutionner les choses dans l'univers des pliants. Non, on a déjà 2 formats qui sont bien intégrés avec le smartphone et la tablette aujourd'hui. Effectivement, le smartphone pliant, c'est le monde parfait entre ces deux-là. Parfait, en tout cas, il le sera peut-être un jour quand il sera raffiné. On va suivre ça ensemble. Alors toujours dans les gadgets, dans les appareils. Ça me fait toujours mal au cœur de parler de gadgets pour ces appareils parce que pour moi c'est bien plus. Mais bon, peut-être plus dans les accessoires. L'Oculus Quest, qui est le casque de réalité virtuelle, on va dire qui a contribué à un petit peu plus démocratiser la réalité virtuelle ces derniers temps, parce que c'est un casque qui fonctionne de manière autonome, donc on n'a pas besoin de le rattacher à un ordinateur, la qualité est très satisfaisante, et il est vendu, le Quest, actuellement avec les Oculus Touch, qui sont les 2 manettes qui permettent vraiment de donner une interaction très convaincante en réalité virtuelle, qui est un petit peu en fin de vie pour un casque de réalité virtuelle, puisqu'il est sorti à, je crois maintenant, à pas loin de 3 ans. Évidemment, il y a une version 2 qui est dans les cartons. Et a priori, cette version 2 aurait leaké de par son design et on aurait pas mal d'informations sur ce qu'il pourrait apporter. Alors, pas de révolution. Peut-être si vous avez un Oculus Quest, ça vaut pas le coup de vous en séparer tout de suite. Et voire même, ça peut être intéressant d'attendre que le Quest 2 sorte pour acheter d'occasion un Oculus Quest première version, puisqu'a priori, il va pas être tant dépassé que ça, mais on va gagner probablement avec une fréquence plus élevée, donc un rafraîchissement d'image plus important. Il serait un petit peu plus léger, pas forcément de manière révolutionnaire, mais on gagnerait 15% dans le poids de l'appareil, ce qui est toujours bon à prendre pour un appareil qu'on a sur la tête. Et un réglage automatique de l'écart interpupillaire. Alors d'ailleurs, derrière les termes un peu pompeux, il y a tout simplement l'écartement des 2 yeux qu'aujourd'hui on règle souvent avec une molette sur beaucoup de casques, et là il y aurait plus de réglage avec une molette, mais l'appareil arriverait à comprendre où sont nos yeux et arriverait tout simplement à faire les réglages qui vont bien, une sorte d'autofocus d'écartement de nos yeux, ce qui évidemment peut être quelque chose de plutôt cool. Bon, c'est pas une révolution de dingue parce que l'Oculus Quest, ça reste un appareil qu'on utilise à titre individuel, mais c'est vrai que c'est aussi le genre de choses qu'on a envie de montrer à ses proches, aux amis, à la famille, et c'est assez souvent quand on le passe de main en main, en se désinfectant les mains en période de Covid, qu'on se rend compte qu'il y a besoin de le régler à chaque fois, mais c'est pas non plus le truc complètement rédhibitoire aujourd'hui. Baptiste, un sentiment sur ce que pourrait devenir la réalité virtuelle de demain si elle était totalement démocratisée. Est-ce que tu penses que le Quest 2 peut contribuer justement à jouer ce rôle ? Ouais, complètement. Je pense que c'est exactement comme pour les smartphones pliants. Ces petites frictions qu'on enlève avec les itérations successives, c'est vraiment ça qui transforme un produit où c'est juste contraignant d'utiliser, même si on voit l'utilisation, finalement c'est contraignant, à quelque chose qu'on a envie d'utiliser. C'est tout bête, mais si le casque il fait 15% son poids est diminué de 15%, ça se trouve, il est beaucoup moins fatigant à être utilisé, et donc au lieu de faire des séquences de 10-15 minutes, tu peux faire des séances de 1 heure. On avait parlé dans Niptech d'un jeu de fitness en réalité virtuelle, et on s'était dit, super, mais si le casque est trop lourd, par exemple, c'est pas vraiment viable. Ouais. Ah, effectivement. Des petites frictions qui pourraient être éliminées. Manu, c'est un sujet que vous surveillez bien, j'imagine, chez Frandroid, dans la rédaction des casques de réalité virtuelle. Vous en attendez beaucoup d'un Quest 2. Et peut-être qu'il y a d'autres acteurs aussi qui pourraient s'imposer. Là, ça semble être beaucoup Oculus qui mène la danse, mais il y a peut-être d'autres acteurs à surveiller. C'est vrai que l'Oculus Quest, c'est un de nos casques préférés pour le moment. En tout cas, c'est le casque au rapport qualité-prix le plus intéressant pour pouvoir se lancer dans la VR aujourd'hui et avoir quelque chose qui soit agréable. Après, il y a toujours HTC avec ses Vive, mais c'est vrai que en général, c'est quand même des casques qui sont beaucoup plus chers. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de câble, effectivement, qu'on puisse l'avoir comme ça dans le salon, le sortir quand on veut et ne pas avoir d'installation à faire est devenu quelque chose d'essentiel, effectivement. Patrick avait parlé dans le dernier épisode de cette proposition. Parmi les propositions citoyennes pour le climat, il y avait celle de limiter ou plutôt d'interdire les offres illimitées
fixe. Donc en gros, aujourd'hui, toutes les offres qu'on a en termes de consommation d'internet en France sont, on va le dire, illimitées, dans le sens où on peut faire tourner autant qu'on veut nos téléchargements, nos envois de fichiers, etc. Il n'y a pas de limite. On n'a pas une alerte comme sur mobile qui nous dit qu'on aurait atteint le quota. C'est d'ailleurs une petite exception et un gros privilège français qu'on a, parce que il y a beaucoup de pays où c'est pas le cas. On peut aller faire un petit coucou à nos amis québécois qui bavent d'envie sur notre offre internet, parce que sur fixe c'est limité par exemple. Et la proposition, on comprenait pas trop le sens de cette proposition, parce qu'on voyait pas en quoi ça pouvait améliorer les choses sur le plan de la consommation climatique. Oui, il y a peut-être des aspects où philosophiquement on peut amener les gens à se poser la question de est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire tourner tout le temps des téléchargements. Je pense que ça concerne une petite frange de la population de toute manière, et la proposition recueillait pas forcément l'engouement dans le dernier épisode, et de toute façon pour l'ARCEP, et en particulier le président de l'ARCEP, c'est non. Il a lui-même tweeté la proposition, qui a d'ailleurs fait l'objet de précisions. Ils ont dit que le but c'était pas d'interdire ce type de forfait, et oui, c'est plus facile de le dire après, mais plutôt de proposer des forfaits qui soient plus verts. Moi je comparais ça à un timbre. En gros, on a le timbre rouge qui va vite et qui est un peu le standard, et si jamais on veut contribuer à la planète, on peut acheter un timbre vert qui est un peu moins cher, et on accepte d'avoir un petit peu plus de délai pour ceux qui continuent à envoyer des courriers. Mais je suis sûr que là, ceux qui nous écoutent là en vacances, on voit peut-être des cartes postales à l'ancienne, ça en parlera peut-être à certains. Donc ouais, ok, j'arrive peut-être à être à moitié convaincu par cette évolution de la proposition, qui de toute façon est pas forcément acceptée par l'ARCEP. Cette philosophie là de forfait internet fixe, moins cher, plus limité, ça vous paraît quelque chose de convaincant? Manu, est-ce que on peut y croire? Est-ce que tu penses que ça peut jouer? Non, pas de toute façon. Je pense que l'ARCEP a dit non, la Quadrature du Net a dit non. Je pense que de toute façon tout le monde s'opposera, y compris les opérateurs. Ils ont rien forcément à y gagner à proposer des forfaits avec data limitée. En tout cas sur du fixe, et même la tendance va à l'inverse, parce qu'avec l'arrivée de la 5G, même sur mobile, on va se retrouver très certainement avec des forfaits illimités. Et surtout, même d'un point de vue écologique, en fait, ça n'a pas forcément de sens, parce qu'effectivement, comme tu le disais, les personnes qui consomment beaucoup doivent être assez restreintes, et finalement, je serais assez curieux de voir quelle est la consommation moyenne en France versus le Canada, puisque t'en parlais, qui a des forfaits qui, eux, sont limités. Et ça limiterait la consommation finalement chez nous, la consommation qu'on fait avec notre box. Mais au niveau des data centers, en fait, ça change pas énormément, puisque déjà on l'a vu sur les 10 dernières années, malgré l'évolution de l'usage des données, la consommation électrique des data centers n'a pas changé. Et en fait, un réseau vide, un réseau qui n'est pas utilisé, coûtera quand même, aura plus ou moins la même empreinte, si tu veux, qu'un réseau qui est utilisé constamment. Donc il n'y a pas un réel intérêt aujourd'hui à le faire, même d'un point de vue écologique. Baptiste, même si je te passe la casquette de l'avocat du diable de Patrick, t'es pas convaincu non plus. Moi, j'aime bien cette philosophie quand même de proposer un forfait peut-être moins cher et plus écologique, mais bon, c'est peut-être totalement naïf, non? Peut-être, mais je suis pas sûr qu'il y ait besoin de demander aux opérateurs de le faire. S'il y a un besoin, je pense que ça arrivera déjà. Ouais, effectivement. Et je voulais juste noter un autre point, c'est qu'aujourd'hui, je crois que c'était dans ce rapport aussi, où il montrait que l'internet en 4G ou en 5G consomme plus d'électricité par giga que l'internet par la fibre, par exemple. Et donc finalement, limiter les débits d'internet en fibre ou en Wi-Fi, ça aura peut-être l'effet d'augmenter la consommation en 4G, 3G, ce qui a un bilan environnemental plus mauvais. C'est définitivement une FBI, une fausse bonne idée. On lui aura donné du crédit suffisamment dans le podcast à 2 reprises, mais toujours avec la même conclusion. Donc on reste tous à convaincre. Autre info à surveiller du coin de l'œil, c'est Adevinta, alors qu'on connaît peut-être pas trop, mais c'est la maison mère de Le Bon Coin. Le Bon Coin, moi j'ai toujours eu en tête le fait que c'était une bonne vieille entreprise française qui avait grandi et qui était restée française, mais ça a été racheté il y a de ça quelques années maintenant par Adevinta,
qui est une société norvégienne, et donc la maison mère de Le Bon Coin a racheté eBay Classified Group. Évidemment, vous connaissez eBay de par les petites annonces. Ils ont racheté la société pour 8 milliards d'euros. Pour moi, il y avait 3 acteurs des petites annonces de vente de particuliers, 3 acteurs massifs. Il y avait, en tout cas en France, évidemment, il y avait Le Bon Coin, il y avait eBay dans une autre mesure, et de plus en plus, je voyais des ventes entre particuliers un peu douloureuses, mais qui avaient quand même qui avaient quand même lieu sur Facebook, et notamment sur les groupes Facebook. J'ai découvert aussi tout récemment le site Gens de Confiance, qui est le même principe que Le Bon Coin, c'est de la vente entre particuliers, mais vous devez être recommandé par 3 personnes proches, et ce qui fait que ça évite énormément le risque de fraude, et ça garantit une certaine propreté, on va dire, dans la qualité des échanges et des ventes en ligne. Donc c'est le panorama de la vente en ligne qui de petites annonces de vente entre particuliers qui évolue un petit peu. Moi, ça m'a fait bizarre de me dire qu'il y avait maintenant une seule société qui rassemblait à la fois eBay et Le Bon Coin. J'ose même pas imaginer le chiffre d'affaires, le montant d'argent qui transite sur ces plateformes. Est-ce que l'avenir des sites de vente entre particuliers, Baptiste, va encore beaucoup évoluer, ou est-ce qu'il va commencer à se stabiliser selon toi? Toujours ta boule de cristal de l'évolution des acteurs tech. Je sais pas si j'ai une boule de cristal, mais par contre, il y a une tendance que je vois vraiment beaucoup, en tout cas en France, c'est le site, je sais pas si vous connaissez Vinted. Oui, bien sûr. C'est un site pour revendre ses habits. Ils font des pubs à la télé. C'est une société, une start-up, je crois de Lituanie, qui vaut plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est déjà vraiment une grosse entreprise. Et aussi, c'est vraiment, enfin, j'ai jamais vu une utilisation aussi systématique d'une application pour échanger des biens un peu dans le style Le Bon Coin. Ouais, là où c'est marquant, tu as raison de le souligner, parce que c'est un acteur, je n'ai pas d'informations en termes de chiffre d'affaires. Ce qui est sûr, c'est que c'est typiquement l'acteur Vinted qui est cité entre les collègues, entre les amis, à la machine à café. Et quand on a cet indicateur, ça veut dire que c'est définitivement un outil qui s'inscrit dans le quotidien. Et ça, c'est un signe hyper important quand on surveille les acteurs du numérique, quand on voit qu'un acteur est cité. Par exemple, les podcasts, c'est pas trop un truc qui est cité massivement entre collègues. D'ailleurs, vous auriez tort, vous devriez leur parler de tous les podcasts. Mais les acteurs de type Vinted sont plus le cas. Oui, Manu. Je disais, ça dépend où, parce que nous, on parle beaucoup de podcasts chez nous. Ah, oui, alors, vous faites un petit peu exception, peut-être aussi. Je sais pas si vous êtes très représentatif de tous les bureaux. Mais c'est très bien. C'est très bien. Est-ce que vous parlez de Vinted à la rédaction? Est-ce que certains journalistes vendent ou achètent sur Vinted? Non, on parle pas de Vinted. Par contre, effectivement, l'exemple est bon, je pense, parce que effectivement, entre Facebook Marketplace et Vinted, on est arrivé aujourd'hui sur des nouvelles façons de consommer, d'échanger nos objets. Il y a Give aussi pour donner des objets dans le même genre. Et là où eBay et Le Bon Coin, je pense, sont un peu différents, c'est qu'ils misent beaucoup sur leur site web, mais site à l'ancienne, et qu'en fait aujourd'hui, avec l'explosion de l'usage des smartphones, c'est pas agréable de naviguer sur eBay ou sur Le Bon Coin via un smartphone, et je me demande si justement des applications comme Vinted vont pas pouvoir prendre le dessus facilement s'il n'y a pas une prise de conscience de la part d'eBay et de Le Bon Coin. Disons que Vinted, elle est pensée mobile du départ, donc effectivement ça fait une différence. Le Bon Coin, l'appli a tant évolué. C'est vrai que je me rappelle encore il y a quelques années, il y avait l'appli Le Bon Coin, c'était en gros une fenêtre comme on dit responsive, donc qui s'adapte au mobile de la version web, ni plus ni moins. Là, ça tend à évoluer un petit peu, c'est pas encore suffisant probablement, mais oui, ces acteurs-là vont être amenés à évoluer. J'en profite, là on parle de Vinted, je voulais juste, et tant pis, vous allez me brûler, alors pas vous Manu et Baptiste je pense, mais peut-être certains auditeurs vont me brûler sur la place publique pour oser parler d'un podcast, d'une radio dans un podcast indépendant, celui de Patrick, mais je voulais citer Le Code a changé, qui est un podcast original de France Inter, où il y a une analyse
de la manière dont évoluent les fonctionnements en société en lien avec des services numériques. Et en l'occurrence, il y a eu un épisode autour de plusieurs épisodes autour d'Instagram qui montrait à quel point Instagram faisait évoluer la manière dont les acteurs de la mode construisaient leur ligne de vêtements et proposaient leur collection, la manière dont ils organisaient d'ailleurs leurs défilés, et ils parlaient aussi de la manière dont Vinted influençait ce genre de choses. Je pense que ça devient des acteurs que les entreprises qui travaillent dans la mode et dans les vêtements doivent prendre en compte dans leur flux de production. Donc c'est passionnant la manière dont ça évolue. 13 milliards, on obligeait Apple à verser 13 milliards à l'Irlande pour leur dire, vous avez probablement suivi ça il y a quelques années, leur dire, attendez, vous êtes bien gentils, vous avez fait un deal là entre vous, Apple et l'Irlande, qui fait que en gros Apple paye pas suffisamment d'impôts, ça se chiffre à 13 milliards, il va falloir faire un chèque à l'Irlande. Apple évidemment ne voulait pas faire le chèque et l'Irlande ne voulait pas le recevoir non plus, parce qu'ils avaient probablement tout intérêt à montrer qu'ils étaient un acteur qui, sur le plan fiscal pour les entreprises, était plutôt intéressant, bien situé en Europe, mais en même temps favorisant fiscalement les entreprises. C'est la justice européenne qui avait travaillé sur le sujet et qui là annule la décision que je viens de décrire, de verser ces 13 milliards. Ça paraît complètement dingue, mais ils n'ont pas réussi à prouver le fait que l'Irlande proposait des conditions fiscales particulièrement avantageuses par rapport aux autres pays. Moi, je pense qu'on tombe dans un sujet de droit pur et je vais pas me heurter à essayer de le développer, à essayer de le décortiquer plus que ça. Je voulais surtout relayer le fait que cette somme de 13 milliards d'euros, qui est particulièrement conséquente, ne sera a priori pas versée par Apple à l'Irlande. Est-ce que c'est un signe de plus, Baptiste, qui montre que, selon toi, ces entreprises sont dans un environnement où il y a une espèce d'impunité sur le plan fiscal et quoi qu'on puisse en dire, on n'arrive pas à les faire contribuer à la hauteur de peut-être ce qu'on devrait attendre. Ils se félicitent à Apple en disant qu'ils sont fiers d'être un des plus gros contributeurs fiscaux dans le monde, ce qui est probablement vrai, mais c'est un peu paradoxal, non ? Oui, c'est paradoxal, mais je pense que de toute façon, si on veut taxer les sociétés dans les pays dans lesquels elles sont, de toute façon, le cadre légal actuel n'était pas suffisant et on a beau faire des plaintes contre tel et tel pays, mais de toute façon, ce que cette plainte, elle montre, à mon avis, c'est vraiment que le cadre légal actuel, il n'est pas suffisant. Du coup, t'aimerais qu'il évolue comment, selon toi ? Ça, c'est une question de juriste, c'est une question technique, ouais. Mais si on part du principe, ouais, c'est ça. Si on part du principe que le pays X, la société X, elle doit être imposée dans le pays dans lequel elle vend son produit. Dans ce cas-là, il faut trouver un système pour les y contraindre. Mmh. Comment le faire techniquement pour ne pas que les techniques actuelles, les techniques d'évasion fiscale actuelles marchent? Ça, c'est en dehors de mes compétences. C'est du légal pur. Ou alors uniformiser les taux d'imposition dans toute l'Europe. Oui, mais c'est qu'à l'échelle de l'Europe. Mais ça va faire des malheureux. Ça va faire des malheureux et je pense que ça fera tellement de malheureux que je suis pas certain que ça puisse voir le jour. Mais évidemment, il y a des projets en ce sens d'uniformisation fiscale à l'échelle de l'Europe. Quelques autres petits sujets supplémentaires là qu'on peut prendre le relayé. Moi, je voulais vous partager une vidéo qui a pas mal tourné sur YouTube et sur la sphère tech, qui est une vidéo de la chaîne Deus Ex Silicium, avec une analyse de ce que donnent les patchs phase up. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ces patchs, moi j'en ai déjà vu à droite et à gauche auprès de collègues et de proches. C'est des petits patchs donc ronds, autocollants, on va dire gros comme une grosse pièce de 2 euros, et qui sont censés limiter la diffusion des ondes pour les smartphones. Alors moi, ça m'a toujours semblé complètement hallucinant de penser que ça pouvait fonctionner, parce que d'une part, je me suis toujours dit que si jamais un constructeur pouvait réduire les ondes au-delà de ce qu'il est nécessaire, il a tout intérêt à le faire, parce que c'est quelque chose qui est un peu surveillé, et je pense qu'un constructeur de smartphone n'a pas intérêt à émettre plus d'ondes que nécessaire pour que ça fonctionne bien, surtout s'il respecte les nomenclatures qui sont diffusées par les États. Et j'ai toujours
toujours eu du mal à penser que ça pouvait servir à quelque chose. J'ai été un peu estomaqué de voir dans la vidéo que bon, effectivement, ça fonctionne pas, mais voire même ça augmente, ça augmente la diffusion des ondes. C'est-à-dire que comme ça limite la communication du smartphone, il est obligé le smartphone de pomper encore plus d'énergie et de diffuser encore plus pour arriver à avoir la même qualité d'échange. Et donc en fait, les patchs anti-ondes augmentent les ondes. J'ai trouvé ça complètement dingue. Est-ce que vous aviez vu Manu, Baptiste autour de vous, ou peut-être vous sur votre smartphone, faites amende honorable, vous aviez installé un patch anti-ondes FatsUp, il y en a de plusieurs marques sur votre smartphone, ou est-ce que vous en aviez vu autour de vous? Non, jamais vu. Et alors, j'en ai déjà eu dans les mains parce que FatsUp m'en avait envoyé. Après, on n'avait pas le matériel nécessaire pour les tester. Ce qui est marrant, c'est qu'ils s'appuient sur des études et ils annoncent que ça a été testé et que ça réduit bien les ondes. Sauf que quand on leur demande d'avoir ces études en main justement pour pouvoir les éplucher et les détailler un petit peu, en général, on n'a pas de réponse. Donc, on n'avait jamais relancé suite à ça, mais c'est vrai que en fait, ça fait des années qu'on entend parler de FatsUp, mais ça fait aussi des années que tout le monde se moque un petit peu d'eux et de leur technique qui paraît être un gros bullshit marketing. Baptiste, t'avais pas installé de patch FatsUp sur ton smartphone? Non, j'en avais jamais entendu parler avant cette vidéo, mais je pense que tu as bien résumé les choses. Si c'était tellement simple, les constructeurs l'auraient déjà mis, et en plus, imaginons que ça bloque les ondes, c'est-à-dire que le téléphone peut plus communiquer, donc dans ce cas-là, autant couper le Wi-Fi. Ça fait partie des choses, ces patchs, comme beaucoup d'autres choses, qui sont des sujets parfaits pour animer des théories du complot, je pense. C'est que de toute façon, on peut apporter tous les arguments rationnels qu'on veut, et je pense que cette vidéo peut en faire partie. Les personnes qui sont très sensibles à ce type de proposition commerciale trouveront toujours des arguments pour de toute manière considérer qu'il y a une organisation de la part de ces sociétés pour diffuser des ondes, pour nuire, etc. Et arriveront toujours à trouver des manières de justifier l'achat de ce type de choses. Pas loin de 35 € quand même le petit patch autocollant FatsUp. Allez, quelques autres petits sujets. Je vous laisserai réagir à ce que vous voulez. Tiens, je vais en lancer plusieurs et puis vous me direz à tour de rôle s'il y en a un qui retient particulièrement votre attention. Gmail qui évolue et qui va devenir une espèce de hub centralisé de plein de services. Donc le Gmail qu'on connaissait qui était très ergonomique, très simple et relativement épuré va largement se complexifier. Une proposition qui peut avoir ses vertus avec une philosophie de couteau suisse à condition qu'on n'y perde pas trop en interface. Google qui lance le premier outil pour déchiffrer les hiéroglyphes. Moi, j'aurais rêvé de ça enfant, de pouvoir arriver à lire les hiéroglyphes. Bon, a priori, un espèce de Google Traduction va permettre de faire ça. J'ai quand même peur des résultats. Déjà que je vois que des langues qui sont modernes et qui sont bien établies, parfois il y a des erreurs de traduction. J'ose pas imaginer ce que ça donne si on déchiffre les hiéroglyphes avec une appli. Ça t'arrive souvent d'acheter tes bouquins en hiéroglyphes? Jamais, mais c'est juste quand je vois des photos de pyramides ou de bâtiments égyptiens, j'ai toujours rêvé de comprendre ce qui se disait. Et même en comprenant ce qui s'y disait, je pense que j'aurais pas compris puisque je connais pas les différentes dynasties, etc. Donc bon, je sais pas. Voilà, mais ça me faisait rêver. Je sais pas si l'un de ces deux sujets, Baptiste ou Manu, retient votre attention, Gmail ou l'outil pour déchiffrer les hiéroglyphes. Gmail, oui, parce que l'article que tu as mis dans le conducteur, c'est mon édito qui effectivement râle un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai que aujourd'hui il faut réinventer le mail. C'est clair, ça fait des années qu'on essaye de réinventer le mail, et Google l'a déjà fait avec Inbox par exemple. Il y a une petite entreprise qui a essayé récemment avec un client qui s'appelle Hey. Mais en fait, là, ce qu'essaye de faire Google, c'est de pousser tous ces services au centre de Gmail pour leur faire un petit peu de publicité. Et ça, en général, ça marche pas. On l'a vu notamment quand ils ont imposé Google Plus dans les commentaires de YouTube, justement pour essayer de faire exploser Google Plus en utilisant un de leurs services phares. Et franchement, je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'on va vite s'y perdre et Gmail va devenir assez désagréable à utiliser. C'est dommage, parce que c'est vraiment un outil qui fait consensus. Même les grands utilisateurs, enfin les utilisateurs d'iPhone autour de moi que je croise sont les premiers à installer l'app Gmail. Alors ils vont être encore plus contents avec iOS 14 qui permet de changer l'application de mail par défaut, enfin qui devrait permettre de le faire en tout cas. Allez.
Autre petite news, et là Baptiste, tu me diras laquelle te parle le plus. L'App Store, à l'échelle des pays, au niveau des USA, c'est une première. Il dépasse la Chine en nombre de téléchargements d'applications. 2,22 milliards d'applications téléchargées sur les App Store américains pour le second sur un an, pardon. Et la Chine qui plafonne à 2,06 milliards. Bon, les chiffres entre eux sont énormes de téléchargement d'applications. Ce serait largement dû, a priori, au confinement qui aurait boosté cette période de téléchargement d'applications, avec Zoom qui aurait été un grand bénéficiaire de cette période-là. Et puis Apple qui commence à préparer ses billes parce qu'ils vont se faire évidemment décortiquer et attaquer sur le plan juridique sur les fameux 30% de commissions qu'ils imposent aux développeurs. Donc quand vous proposez une application en tant que développeur sur l'App Store, Apple vous prélève 30% ou 15% par abonnement. Et Apple commence à préparer ses billes. Ils ont financé une étude. Bon, c'est eux qui l'ont financé, donc il y a peut-être eu des orientations, mais bon, ils ont financé une étude. Ils ont eu le mérite, en tout cas, de confier les rênes de cette étude à quelqu'un d'indépendant avec des guillemets, qui a commencé à lister les différents niveaux de rémunération qu'avaient les entreprises de la tech sur ce type de service. Et donc on voit qu'évidemment, c'est à peu près cohérent partout. Microsoft Store, c'est 30% sur les jeux, 30% sur les appareils Windows 8. Samsung, c'est 30% aussi. Xbox, c'est 30%. PlayStation, Nintendo aussi. Ils ont été même regardés du côté de YouTube, c'est 45% des revenus publicitaires, etc., etc., etc. Évidemment, c'est peut-être un peu réducteur de prendre en compte juste cet aspect de pourcentage de rémunération, puisque c'est évidemment pas la seule chose qu'on peut reprocher à Apple pour l'App Store, notamment les manières de promouvoir, la manière dont on s'inscrit sur un service. On peut penser à Apple Music qui est concurrent de Spotify par exemple. Est-ce qu'il y a un de ces deux sujets autour des apps, Baptiste, qui retient ton attention, ou est-ce qu'il y a un autre sujet qui t'est évoqué par ces infos-là? Ouais, le second sujet, je trouve, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, en tant que podcasteurs, c'est facile de râler contre Apple, les géants qui prennent 30%. Mais il y a vraiment, enfin, je pense qu'il faut qu'on essaie de se souvenir ce que c'était le téléchargement d'app sur les PC encore aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de store. Quand tu télécharges sur Internet, tu as toujours la question, est-ce qu'il y a un malware? Est-ce que je télécharge du site officiel? Enfin, je pense, on sent pas, il faut vraiment penser à qu'est-ce que c'était avant et pourquoi est-ce que finalement, l'App Store, ça a apporté une confiance dans le software, ça a apporté une confiance dans les apps qu'on télécharge et une facilité d'utilisation qui peut-être vaut ces 30%. Je reprends la casquette de l'avocat du diable que je t'ai transmis tout à l'heure. J'imagine qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui vont dire attends Baptiste, moi sur Linux j'ai un store qui est hyper simple, je clique dessus, j'installe en un clic. Si jamais j'ai envie de m'amuser un peu avec les lignes de commande, en une ligne de commande je peux installer presque n'importe quelle app, j'ai pas trop à me soucier. En termes d'expérience utilisateur, la ligne de commande c'est peut-être pas le top, mais le store sur Ubuntu par exemple qui te permet d'installer n'importe quelle application, il n'y a pas de 30% qui sont reversés derrière. Ouais, mais je pense que l'histoire de l'échelle, ça c'est vachement important. Tu peux pas comparer Ubuntu, qui est quand même, soyons honnêtes, c'est une communauté plus petite, c'est des gens qui en général savent ce qu'ils font techniquement. Je pense que c'est pas vraiment comparable. C'est vrai. Bon, du coup, j'enlève définitivement ma casquette de l'avocat du diable, et puis je vais la mettre de côté. On verra si jamais Jérôme aura plus de succès dans le prochain épisode du Rendez-vous Tech. C'est Jérôme Kainborg qui reprendra les rênes de l'émission la prochaine fois à ma place. On va essayer de lui laisser un studio virtuel le plus propre possible. En tout cas, moi, j'ai été vraiment ravi de faire cette émission avec vous, Manu, Baptiste. Manu, tu vas pouvoir nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut dire que tu as raconté des bêtises, ou au contraire encenser ce que tu as pu nous relayer dans le Rendez-vous Tech, ou même suivre tout simplement ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous rappeler tout ça? Oui, alors vous pouvez me retrouver sur frandroid.com, sur la chaîne YouTube de Frandroid aussi au passage, et sur Twitter @nobunagashi, Nobunagashi. Et ce sera dans les notes de l'émission. Merci beaucoup Manu. Baptiste, où est-ce qu'on peut te retrouver, ou là aussi dire à quel point c'était vraiment chouette de t'avoir comme invité dans un autre podcast que Niptech, et si jamais on veut interagir avec toi? Alors, pour interagir avec moi, le plus simple, c'est d'interagir avec Niptech, niptech.com, ou juste dans le flux du podcast, sur Twitter, partout. Et mon Twitter personnel, même si je tweete pas beaucoup, je dois dire, c'est bfreydt, BFREYDT.
Et je vais le dire à tous les étudiants que je connais autour de moi, avec qui je suis amené à parler de tout ça, prépare tout de suite ton personal branding. N'attends pas, profite à mon avis de la tribune et de l'activité que tu peux avoir au travers des podcasts en ce moment. Crée-toi ton personal branding qui est un peu un terme un peu galvaudé, mais je pense que ça pourra te servir d'autant plus dans l'avenir professionnel, même si je me fais pas forcément de soucis pour toi, je pense que ça peut te servir. T'as raison. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Pour ma part, donc c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez à titre individuel sur guillaumevendée.fr où il y a des liens vers un peu tout ce que je fais, toutes mes différentes présences. Et si jamais vous êtes en manque là pendant l'été de podcasts tech, évidemment c'est le moment rêvé d'aller découvrir non seulement Niptech avec Baptiste, les podcasts de Frandroid, notamment Salut Techie. Il y a probablement des épisodes à écouter pour lesquels vous n'êtes pas à jour. Mais aussi Tech Café, qui est un podcast que j'anime de mon côté, qui est assez complémentaire, je pense, au rendez-vous tech. Et on a diffusé des épisodes exclusifs un petit peu exceptionnels cet été avec une chronique des composants 2000. Donc on a retrouvé, figurez-vous, une cassette qu'on a enregistrée avec mon compère Guillaume Poggiaspala l'été 2000 et on l'a diffusée en podcast. C'est assez incroyable, vous allez voir, c'est assez rigolo de remonter dans le temps et de voir l'actu tech telle qu'elle était à cette époque. On a aussi fait un épisode sur les usages, sur les NAS, donc je pense qu'il y a du contenu qui pourra vous intéresser. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés pour cet épisode du Rendez-vous Tech. Les commentaires, c'est sur frenchspin.fr. Vous retrouvez, comme je vous l'ai indiqué, Jérôme Kainborg dans le prochain épisode et dans 2 épisodes, vous retrouverez votre cher Patrick qui reviendra plus en forme que jamais, j'imagine. Merci beaucoup Manu, Baptiste et à très bientôt. Merci Guillaume, salut. Merci, salut. Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas, mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai, mais UBS c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50. Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain.